Frédéric Fruteau de Laclos, maître de conférence à Paris 1, qui a un nombre d'objets de travail tellement conséquent que j'étais pas... Si, Deleuze au moins, on peut dire, et Meyerson, Émile. D'abord, oui. Émile, il y a aussi Ignace, mais dont il s'occupe aussi, mais le neveu passe après l'oncle. À toi de parler. Donc, l'objet de mon intervention, je crois que j'avais annoncé comme titre le postmoderne. Le postmoderne expliqué aux anarcho-désirants, point d'un différent deleuzo-lyotardien. Alors, en même temps, j'ai peur de répéter des choses que j'ai déjà entendues pour partie et que vous risquez de réentendre par la suite. Alors, je vais essayer de développer mon propos en deux grands temps et en essayant de capter une double évolution, et à vrai dire, une double évolution qui sera elle-même double ou doublée, dans la mesure où je voudrais essayer de voir à la fois une première évolution de Deleuze avec Guattari, la manière dont Lyotard prend le relais de cette évolution, et en vue de creuser un écart, enfin, Lyotard creuse un écart que j'essaierai d'identifier, et le creusement de cet écart, il me semble, peut être identifié dans une divergence initiale qui me fera remonter à la première formation de Deleuze d'une part et de Lyotard d'autre part. J'aimerais vous parler ultimement, si j'en ai le temps, de la manière dont chacun se rapporte à un maître phénoménologue, Sartre en ce qui concerne Deleuze, Merleau-Ponty en ce qui concerne Lyotard. Alors, mon point de départ, avant d'être génétique, il sera thétique ou thématique, c'est d'abord le repérage d'une inflexion ou d'une évolution dans le parcours de Deleuze. Et les difficultés auxquelles se heurte Deleuze, et ce sont des difficultés que je ne suis pas seul à reconnaître, parce qu'il me semble que Deleuze lui-même reconnaît les difficultés du point où l'a mené son évolution. La grande scansion, évidemment, du parcours de Deleuze, désolé de commencer par ces évidences, mais c'est la rencontre avec Guattari. Il s'est passé bien des choses avant, et enfin, il se passe là quelque chose a lieu, un événement qui, au même moment à peu près que mai 68, introduit du nouveau dans la pensée de Deleuze. Alors, ce qui se passe, je vais essayer de le schématiser, et pardon si là encore je vais trop vite, mais en termes topologiques, qui sont les termes mêmes de Deleuze. Topologie qui oppose la surface et la profondeur, parce que tout se joue pour Deleuze dans différence et répétition, déjà, entre surface et profondeur, et à vrai dire, en un sens, ce couple-là ne va cesser de travailler, mais différemment, diversement, avant et après la rencontre avec Guattari. Ce qui se passe d'abord pour Deleuze seul, avant donc la rencontre avec Guattari, c'est une découverte d'une profondeur, et là je voudrais dire quelques mots juste de la seconde synthèse du temps, de ce grouillement de différences, de ce fond sans fond, ou plutôt, à vrai dire, de ce fondement d'abord qu'est la mémoire que Deleuze découvre en travaillant le bergsonisme, et qui est en quelque sorte le fond des différences libres. Ce qui importe dans le dispositif de différence et répétition, et là encore je le précise, je schématise, mais il me semble que cette schématisation en termes topologiques, elle est au cœur de ce travail différence et répétition, la thèse de Deleuze, c'est qu'il s'agit toujours, pour Deleuze en 68 et même en 69, dans différence et répétition puis dans logique du sens, d'identifier une différence pure au moyen du bergsonisme, mais au moyen aussi bien de Nietzsche, de faire fulgurer les différences découvertes en profondeur, de manière à les actualiser en surface. Il y a un relais, et à vrai dire un double relais, parce qu'en un sens, le bergsonisme de Deleuze a sauvé le Nietzsche de Deleuze d'une réduplication du hegelianisme. Ça, ce sont des histoires encore antérieures en 62, mais il me semble que une fois que Deleuze, grâce à Bergson, a pris pied dans la différence pure, il importe pour lui en 68-69 de faire fulgurer les différences, d'actualiser ce réservoir de différences grouillantes en suivant l'impulsion donnée par une volonté de puissance qui entraîne les différences sur le plan d'une actualisation, lequel plan est précisément une surface. Alors, ça, c'est quelque chose qui est important dans la mesure où
dans Logique du sens encore, en 69, joue cette distinction surface-profondeur. Les acteurs ou les personnages conceptuels qui supportent cette opposition topologique, ce ne sont plus Bergson et Nietzsche, seconde puis troisième synthèse du temps, mais bien plutôt Lewis Carroll pour les surfaces et Antonin Artaud pour les profondeurs. Alors je passe sur des différences qui sont conséquentes, et notamment tout ce qu'introduit la logique stoïcienne ici. Je retiens simplement que dans Logique du sens, ce qui est en jeu, c'est de souligner que le sens lui-même est redevable d'un non-sens de profondeur, ce non-sens de profondeur au plus près duquel Artaud s'est aventuré, mais qu'il s'agit toujours de redonner du sens en surface, et que de ce point de vue, eh bien, l'apport de la logique sans peine de Lewis Carroll est absolument décisif, parce qu'il faut effectivement plonger dans le non-sens des profondeurs, mais il faut aussi en ramener du sens en surface, et de ce point de vue, quitter Artaud pour embrayer sur Lewis Carroll, qui est gratifié du titre d'arpenteur des surfaces dans Logique du sens. Bon. Alors, ça, ce sont des choses qui sont connues de vous. Autre chose connue de vous, il me semble que la rencontre avec Guattari change tout de ce problème topologique des rapports entre profondeur du non-sens et surface du sens ou sens de surface. Deleuze le dira en des termes extrêmement clairs, et là encore les commentateurs l'ont souvent relevé, hein, l'opposition surface-profondeur ne me soucie plus du tout. Que se passe-t-il avec Guattari? C'est l'affrontement de l'événement qu'est le non-sens lui-même. C'est une manière de s'engloutir dans les profondeurs. De ce point de vue, chose très souvent relevée, la valorisation des relations Carroll-Artaud est inversée, puisque Lewis Carroll apparaît à présent comme le lâche des belles lettres. Lewis Carroll, c'est celui qui lâche trop vite le non-sens de profondeur pour se contenter d'une logique sans peine en surface. Et au contraire, il faut ici suivre Lewis Carroll. Alors, ça c'est l'effet de la rencontre avec Guattari, et il me semble que Deleuze mettra un petit peu de temps, c'est le temps de la collaboration ou de l'entrecapture avec Guattari, il mettra un petit peu de temps à s'extraire lui-même du chaos. Ce qui va d'abord s'appeler le plan de consistance, et ensuite, ou le plan de composition, et puis bientôt le plan d'immanence, consistance étant réservée aux arts. Bon. Ce qui va, en 1980, avec Mille Plateaux, s'appeler un plan de composition, et ce qui va se nommer en 1991 dans Qu'est-ce que la philosophie, un plan d'immanence, il me semble que c'est quelque chose comme la réinstauration de la surface au plus près de la profondeur. Quelque chose comme une coupe du chaos, hein, qui éviterait à la fois de redonner trop vite le sens en surface en se détachant du non-sens, mais qui, en même temps, au plus près du non-sens, eh bien, éviterait de se laisser trop vite engloutir par le chaos. Ça, c'est le mouvement, et ça, c'est un mouvement que je trace à grands traits, mais il me semble qu'il est caractéristique de l'évolution de Deleuze seul, puis de Deleuze avec Guattari. Et ça en passe notamment, hein, dans les années 70 et 80, par une réinterprétation du spinozisme, hein, un spinozisme très particulier, très bricolé, que je dirais volontiers un spinozisme du second genre de connaissance. Hein, ce n'est pas du tout le spinozisme de la pensée d'entendement, de l'intuition intellectuelle, mais plutôt un spinozisme de la composition et justement, selon le terme de deleuzo-guattarien, de l'agencement, qui permet de donner consistance à ce qui, sans cela, serait évanouissant, disparaissant, pur et simple non-sens. Il me semble que cette extraction progressive à l'égard du non-sens, ou en tout cas cette manière de couper le chaos du non-sens pour lui donner consistance, elle obéit, et là encore c'est surdéterminé de manière spinoziste, elle obéit à un impératif éthique. Elle obéit à un impératif éthique qui tient à ce que l'expérimentation en profondeur risque à tout instant de tourner mal. C'était du reste la raison pour laquelle en 68-69, Deleuze seul tentait de s'extraire avec Lewis Carroll du non-sens de profondeur. Alors, c'était certes de la philosophie, mais ce n'était pas encore une philosophie.
Hein, il fallait aller plus loin, il fallait s'enfoncer dans le non-sens. Et en même temps, dans le non-sens lui-même, au plus près de la vie ou d'une vie ou d'un ensemble de singularités vitales, eh bien, le risque est tout simplement la mort. C'est ce que Deleuze lui-même expérimente, ou en tout cas qu'il voit expérimenter autour de lui, hein, ce que, moyennant des intensifications vitales, eh bien, des gens qui l'entourent, par exemple des étudiants, hein, eh bien, voient l'expérimentation ou l'intensification tourner mal et sombrer dans le contraire ou l'opposé de la vie, à savoir purement et simplement la mort. Bon. Sur le plan, sur ce qui bientôt se nommera le plan, hein, il est inévitable que les expérimentations tournent mal, que l'on se fasse du mal ou que l'on fasse du mal. Bon. Et Deleuze et Guattari, là encore, je pense, en sont parfaitement conscients, hein, eux qui appellent à se méfier du petit fasciste qui sommeille en nous, eux qui sont absolument conscients, hein, qu'il faut gérer le mal dans l'expérimentation de nouveautés. En 1980, ils le disent dans Mille plateaux, le plan suscite en permanence des sentiments mauvais, des perceptions erronées, et ils reprennent ici des mots simples, ils le disent en ces termes, hein, d'Artaud et de Michaud. Le problème est de savoir comment éviter de tomber du plan, comment éviter que le plan chavire, qu'il nous entraîne et qu'il en entraîne d'autres dans sa chute. Il faut donc, autrement dit, éviter que l'intensification de la vie ne bascule dans la mort. Alors, cette consistance, hein, elle a un nom éthique. Hein, si consistance est le nom ontologique de l'extraction à l'égard du chaos, ou en tout cas de la prise qui empêche de sombrer dans le chaos, en termes éthiques, cela devra se dire prudence. Hein. Prudence parce qu'il faut expérimenter et en même temps prendre garde, car la drogue ou l'alcool peuvent nous faire tomber hors du plan. Hein. Ce sont des mots que vous connaissez évidemment de Mille plateaux, hein, cette idée qu'il faut se méfier de ce désir de son propre anéantissement ou de ce désir qui a la puissance d'anéantir. Avez-vous mis assez de prudence, demande Deleuze et Guattari, non pas la sagesse, mais la prudence comme dose, il en était question ce matin, comme règle immanente à l'expérimentation, injection de prudence. Ou encore, plus loin, avec quelle prudence nécessaire l'art des doses et le danger overdose. On n'y va pas à coups de marteau, référence à Nietzsche, mais en vertu d'un nietzschéisme réformé ou affiné, avec une lime très fine. On invente des autodestructions qui ne se confondent pas avec la pulsion de mort. Que de prudence est nécessaire pour que le plan de consistance ne devienne pas un pur plan d'abolition ou de mort, pour que l'involution ne tourne pas en régression dans l'indifférencié. Alors, il me semble que ici, Deleuze et Guattari identifient un problème, le problème du mal, et qu'en même temps, ils se trouvent bien démunis au regard de ce problème. Tout simplement parce que, à partir du moment où le plan est défini comme immanence, et à partir du moment où, pour juger de l'expérimentation, on ne doit pas sortir de l'intensification elle-même, eh bien, on est bien en peine de se prémunir ou de prémunir du mal qui pourrait surgir dans l'expérimentation. Comment dire, il y aurait plusieurs points ici à souligner, mais le problème, hein, et encore une fois, ce sont des choses qui ont déjà été dites, mais c'est le refus du jugement. Hein. Il faut en finir avec le jugement et surtout ne pas revenir sur la possibilité d'un jugement, c'est-à-dire le refus de se placer en situation de transcendance à l'égard des expérimentations et de dire si ces expérimentations sont bien ou mal. Hein. Puisque précisément il n'y a de bien et de mal que selon le bon ou le mauvais de ce que nous expérimentons, hein, eh bien on se trouve bien en peine du dehors de juger de ce qui pourra ou sera amené à faire du mal. Bon. Que le problème du jugement se pose à Deleuze et Guattari et que malgré tout ils refusent en tout cas de faire le détour par le jugement pour résoudre ce problème d'une intensification de vie qui sombre dans la mort. On le voit à des choses plus légères en apparence, mais qui sont des choses, encore une fois, très, très révélatrices. Hein. C'est le problème qui, en termes platoniciens, hein, peut se dire celui de la sélection des prétendants. Hein.
comment sélectionner ou faire le tri entre les expérimentations qui sont bonnes ou qui font du bien et les expérimentations qui sont mauvaises ou qui font du mal. C'est sur des choses plutôt bénignes et plutôt amusantes que Deleuze et Guattari pointent la difficulté. À mon avis, il la pointe ou il la nomme sans se donner les moyens de la résoudre. On le voit très bien lorsque, dans Qu'est-ce que la philosophie, ils sont amenés à définir l'activité philosophique par la création de concepts et qu'ils sont conduits à affronter de nouveaux adversaires. Des adversaires que Platon lui-même n'aurait pas imaginés dans ses moments les plus comiques, écrivent-ils, le fin fond de la honte étant atteint quand l'informatique, le marketing, le design, la publicité, toutes les disciplines de la communication s'emparèrent du mot concept lui-même et dirent « c'est notre affaire, c'est nous les créatifs, nous sommes les concepteurs ». Le simulacre, la stimulation d'un paquet de nouilles est devenu le vrai concept et le présentateur exposant du concept, marchandise ou œuvre d'art, est devenu le philosophe, le personnage conceptuel ou l'artiste. Bon. Alors évidemment, Deleuze et Guattari entendent distinguer ce qu'ils appellent concept, et qui est l'objet propre créé par la philosophie, de ce que les publicitaires nomment concept. Et en même temps, comment saisir la différence du concept publicitaire et du concept philosophique? Il semble que Deleuze et Guattari identifient le goût, et en l'occurrence un bon goût, comme capacité de discernement des bons et des mauvais concepts. Le goût est défini dans Qu'est-ce que la philosophie comme faculté de modulation, de création des concepts. L'intérêt pour les faibles créations des publicitaires ne peut qu'inspirer le dégoût à un esprit philosophique. Mais aussi bien recourir au goût, est-ce que ce n'est pas une façon de nommer le problème plutôt que de le résoudre? Deleuze et Guattari ne montrent pas d'où vient que l'on éprouve goût ou dégoût, si tout est affaire d'affinité ou de conformation propre au sujet, ou au contraire de qualité ou de défaut dans l'objet. Le critère pour juger et faire le tri entre les agencements qui font du bien et ceux qui détruisent manque ici de consistance. Et pour cause, encore une fois, Deleuze jusqu'au bout dira qu'il faut en finir avec le jugement. Bon. Alors, bien d'autres embarras, à mon avis, découlent de ce refus du jugement. L'embarras, par exemple, relatif à la définition de la création comme résistance. C'est une chose de dire que les créations résistent et qu'un bon film est un film consistant, mais il me semble qu'il y a un jeu sur les mots, parce qu'une œuvre d'art soit consistante ne signifie pas pour autant qu'elle soit armée et qu'elle soit d'abord produite en vue de lutter contre les bassesses qui nous sont imposées ou qu'on tente à nous imposer. Dire créer, c'est résister, c'est dire qu'il y a bien peut-être une consistance propre à la création authentique, qu'elle soit philosophique, artistique ou scientifique. Ça n'est pas pour autant se donner les moyens actifs d'une résistance. Ça n'est pas s'engager précisément. Tout se passe comme si, à travers la notion de création, on avait affaire, dans les derniers textes, là je pense à un texte de 87 devant les étudiants de la FEMIS, on avait affaire à un repli sur une posture artiste qui consiste à rechercher la consistance du théorique ou du conceptuel pour le philosophe, sans se demander si cette posture-là n'est pas de l'ordre du désengagement, alors qu'une création résistante serait au contraire une création qui, au nom de certaines valeurs peut-être, s'engagerait. Alors, arrivé en ce point, et je vois que j'ai déjà été beaucoup trop long, mais il me semble qu'on a dans l'œuvre de Lyotard une évolution qui fait apparaître d'emblée les périls d'une posture anarcho-désirante et qui en même temps donne les moyens, via la notion de postmoderne, ou en tout cas l'idée d'une postmodernité honorable, d'échapper à ces impasses de l'anarchie du désir. Donc deux temps, très rapidement, le temps de l'approfondissement anarcho-désirant de Lyotard et ensuite le temps de l'extraction postmoderne. Tout cela a déjà été évoqué et le sera encore, je vais vite. Le figural, dans Discours figure, donnait encore les moyens d'une posture critique, à défaut d'une fonction critique reconnue à l'art animé par le figural. Il y avait des effets critiques
du fait de la réserve que constituait le figural dans le dispositif pulsionnel tiré du retour à Freud. C'est cette réserve sur laquelle Deleuze et Guattari attirent l'attention, c'est sur cette réserve qu'ils font porter leur critique de la lecture de discours-figures, engageant en quelque sorte, pour le dire dans les termes topologiques que j'ai employés jusqu'à maintenant, engageant Lyotard à s'arracher à la profondeur pour se confier à l'univocité d'une seule dimension. L'univocité de cette dimension, ce sera, me semble-t-il, la bande de Moebius de l'économie libidinale. Mais dès lors que tout se retrouve sur la surface intensive du libidiné, hein, eh bien, on aboutit à cette conséquence paradoxale, hein, que le mal lui-même se trouve sur la bande. Hein. Et ce sont les fameux textes dont il a été déjà question ce matin, ces fameux textes sur les sans-travail anglais, qui ne se sont pas fait ouvriers pour survivre, mais qui ont, accrochez-vous ferme et crachez-moi dessus, dit Lyotard à son lecteur, joui de l'épuisement hystérique, masochiste, je ne sais quoi, de tenir dans les mines, dans les fonderies, dans les ateliers, dans l'enfer. Ils ont joui dans et de la folle destruction de leur corps organique qui leur était certes imposée. La fin de la phrase indique à quel point ici, en un sens, on est dans l'embarras de devoir reconnaître que dans ce qui était qualifié jusqu'alors d'aliénation ou d'exploitation, il faut aussi reconnaître de la jouissance, et peut-être d'abord de la jouissance de la part de qui, de la part de qui est exploité ou aliéné. Bon. Alors, il me semble que, étant allé très loin dans l'uniformisation, ou en tout cas dans l'unilatéralisation topologique, en quelque sorte, hein, via la bande de Moebius, à travers donc une économie dite libidinale, Lyotard est aussi celui qui s'en est extrait le plus vite. Bon. Et c'est une courbe d'évolution qui mène jusqu'au différent en passant par bien des jalons, hein, notamment la condition postmoderne, ou avant cela encore rudiment païen, mais une manière de s'extraire de cette approche libidinale. Alors, plusieurs lectures ici, hein, mais une manière de lire cette extraction consisterait à dire que, du point de vue de l'évolution de Lyotard, l'anarchie désirante apparaît à son tour comme un grand récit. C'est encore un grand récit, c'est encore malheureusement un grand récit, c'est encore une manière d'occuper une position de surplomb à l'égard de ce qui devient ou à l'égard de ce qui vit. Et la seule posture possible serait, selon une première définition du postmoderne, une position de suspens ou de suspension à l'égard de tous les récits possibles, y compris du récit anarcho-désirant. Bon. Le postmoderne, en première analyse, tel qu'il peut éventuellement apparaître dans la condition postmoderne ou tel qu'il peut être repris à partir de la condition postmoderne par des lecteurs de Lyotard, c'est cette idée d'une incommensurabilité des investissements d'abord libidinaux, une manière de suspendre son jugement pour ne se confier à aucun récit, ni moderne ni prémoderne, hein, le postmoderne définissant ce suspens ou cette suspension. Et en même temps, Deleuze, on n'est plus dans Deleuze évidemment, Lyotard ici a franchi un pas de plus, hein, puisque dans le différent, il en appelle non pas à une suspension postmoderne, mais à ce qu'il nomme une postmodernité honorable. Alors, la postmodernité honorable réintroduit le jugement, mais alors dans un dispositif très complexe que je ne vais pas m'employer à décrire en détail ici, mais en faisant fond sur une lecture de Wittgenstein, qui n'accepte plus que des jeux de langage, des genres de discours ou des régimes de phrases, sachant que il s'agit de ne faire tort à aucun régime de phrase ou à aucun genre de discours. L'idée étant que pour comprendre comment s'enchaînent les phrases, il faut se placer à l'intérieur d'un genre ou à l'intérieur d'un régime. En un sens, donc, réquisite d'immanence et refus, tout comme chez Deleuze avant lui,
d'une position de surplomb ou d'une position de transcendance, et en même temps, réintroduction du jugement, hein, dans la mesure où il s'agit de voir que ce sont les régimes de phrases ou les genres de discours qui tendent à se faire du tort les uns les autres. La faculté de juger ici, elle n'opère pas de sélection entre ce qui devrait ou ce qui vaudrait d'être abandonné au nom d'une tierce position de surplomb. La faculté de juger, elle est hors position, elle ne connaît rien en propre, elle ne départage pas les connaissances ou les modes d'existence, elle circule dans les interstices laissés libres par les différents types de phrases, et elle s'efforce d'assurer qu'aucun genre de phrase ou régime de discours n'outrepasse ses droits en prétendant valoir ailleurs qu'en son genre. Et Lyotard parle des genres comme d'îles, formant un archipel. Entre ces îles évolue la faculté de juger, comme un armateur ou comme un amiral qui lancerait d'une île à l'autre des expéditions destinées à présenter à l'une ce qu'elles ont trouvé, inventé au vieux sens, dans l'autre. Cet enjeu d'une circulation du jugement, ou du jugement défini comme circulation, c'est la politique. La pratique, enfin, d'une politique qui permette de ne réduire aucune position. La politique n'étant pas un genre. Si elle était un genre, elle serait un métagenre ou un genre de surplomb, mais la manière d'enchaîner ou de rendre possible les articulations entre genres. Alors, voilà donc, en gros, le sens d'une première intervention qui aurait consisté à montrer donc comment, enfin qui a consisté à montrer même très rapidement l'évolution propre de Deleuze vers ce qu'on appelle une anarchie du désir, l'entrecapture Deleuze-Guattari-Lyotard autour de l'anarchie du désir, et la manière dont Lyotard, moyennant une évolution sans doute guidée par un souci politique, l'amène à réintroduire un jugement qui n'est plus ce jugement que Deleuze et Guattari identifiaient comme platonicien et qui serait le jugement au nom d'une idée, au nom d'une transcendance. Ici, il s'agit de se situer dans les interstices que laissent libres les plages d'expérimentation immanentes. Il me semble que pour bien comprendre comment on en arrive à cette double évolution, hein, à ce croisement fait d'emprunt et de prise de distance, il faut tenter, je pense, ce qu'on pourrait appeler une anamnèse ou une remémoration volontaire pour se situer dans la genèse des pensées de Deleuze et de Lyotard. Il me semble qu'en vérité, alors, il ne s'agit pas de dire que tout était écrit, mais du moins d'identifier les germes d'une continuité, d'une fidélité à certaines inspirations, en précisant d'emblée donc que tout partait mal peut-être pour Deleuze, tout partait un peu moins mal pour Lyotard, et que c'est la fidélité à ce mauvais point de départ qui explique peut-être les errements deleuzo-guattariens, cependant que c'est la fidélité à son point de départ qui explique la sortie postmoderne honorable de Lyotard. Hein, je mets bien des guillemets à ce mot d'expliquer, hein, je m'en expliquerai s'il y a des questions à ce sujet. Il me semble que Deleuze est un héritier de Sartre, et un héritier qui pousse beaucoup plus loin que Sartre l'existentialisme, ou le problème de l'existence d'autrui qui se posait au cœur de l'existentialisme. En un sens, Deleuze est plus sartrien que Sartre, il a radicalisé Sartre, et la radicalisation, il me semble, explique les limites de l'entreprise deleuzienne. Alors, bon, évidemment, il y aurait bien des médiations à introduire ici pour rendre raison de ce sartrisme ou de cet existentialisme de Deleuze. Je m'en tiendrai juste à un fil que je vais essayer de tirer très rapidement. Ce fil, c'est la référence maintes fois faite par Deleuze au texte de Sartre, La transcendance de l'ego. Texte que Sartre a ramené de Berlin en 1933-1934 et qui est la découverte par un Français, via la médiation phénoménologique, d'un champ transcendantal impersonnel. Le champ transcendantal impersonnel aussi bien, c'est ce qui pourra être appelé ensuite par Deleuze plan d'immanence. Alors, les références, enfin, il y a plusieurs références à la transcendance de l'ego chez Deleuze seul, puis avec Guattari, et il me semble que toutes sont significatives.
On en trouve dans la logique du sens de 69, on en trouve dans Qu'est-ce que la philosophie en 91, et dans le tout dernier texte publié par Deleuze de son vivant, L'immanence, une vie. Alors, c'est quoi la découverte sartrienne que Deleuze trouve géniale et sur laquelle il embraye en quelque sorte? C'est l'idée selon laquelle la conscience, en tant que pure conscience d'eux, en tant qu'intentionnalité, elle est mise en corrélation, selon les termes classiques, mais qui sont dépassés ici, du sujet et de l'objet, de la noèse et du noème. Elle est instauration d'une immanence de visée à la conscience elle-même. Et encore, c'est trop dire à la conscience, précisément parce que la conscience n'est que l'ensemble de ses visées. Ce que Sartre découvre au contact de Husserl, c'est une conception de la conscience qui permet de faire l'économie de la moiteur gastrique de l'esprit des Français. Exit le spiritualisme, grâce à la conscience comme conscience d'eux, on a affaire à une conception réaliste. Il faudra longtemps avant que Sartre se rende compte que Husserl n'est pas tellement réaliste. Mais bon, en l'occurrence, telle est la manière dont Sartre recueille la définition husserlienne de la conscience comme conscience d'eux. Un champ transcendantal tel qu'il instaure l'immanence de ce qui vise et de ce qui est visé. Nous sommes de plein pied avec le monde, nous sommes rejetés par la conscience dans la poussière du monde. Telle est la notion husserlienne révolutionnaire d'intentionnalité. En un sens, Deleuze radicalise cette conception en précisant que le champ transcendantal ainsi découvert par Sartre n'est pas à une conscience, parce que la conscience est encore un transcendant à l'égard de ce champ. Le plan d'immanence, ce n'est que le champ transcendantal vidé de toute référence à la conscience. Encore une fois, c'est très net dans Logique du sens. Logique du sens, qu'est-ce que la philosophie et l'immanence, une vie? Alors, ici se pose néanmoins un problème. Tout va bien tant que je suis dans ma conscience, ou tant que ma conscience vise. Que faut-il faire de la multiplicité des consciences? C'est un problème dont Sartre n'a pas idée pour commencer, parce que, tout simplement, il pense que l'ego ou le moi étant un pur transcendant au regard de l'immanence de la conscience, toutes les consciences sont égales au regard de cette transcendance de l'ego. Bon. Donc il pense qu'il n'y a pas de souci, nous sommes tous dans une relation comparable à l'égard du moi ou de l'ego. Le problème est que, et il s'en rend compte dans l'être et le néant, et le problème est qu'il y a une multiplicité de visées, et que la conscience ne s'entend jamais au singulier, mais toujours au pluriel. Et dès lors, il va embrayer sur un thème hegelien qui est la lutte des consciences, ou la lutte pour la reconnaissance comme conflit des consciences qui visent toutes et qui, dans leur visée, s'opposent. Alors, ce sont les thèses ensuite extrêmement fameuses du regard qui fait que sous le regard de l'autre, sous la conscience qui me vise, je ne suis qu'un objet, moi qui me pensais sujet, cependant que pour ma subjectivité, l'autre est à son tour un objet. Alors, il me semble que Deleuze d'emblée a hérité de ce problème, mais que loin de tâcher de le résoudre, il l'a radicalisé. Il l'a radicalisé, et la radicalisation apparaît très clairement dans Différence et répétition et dans Logique du sens. Pour le dire très très vite, dans Logique du sens, dans Différence et répétition, tout ce qui est décrit sous le nom de différence est un champ d'individuation qui n'enveloppe pas autrui, ou qui en tout cas n'admet autrui qu'au bord du champ, en quelque sorte, et voire hors champ. Les considérations sur autrui interviennent très tard dans Différence et répétition, tout se passant comme si la fulguration de force qui actualise les différences pouvait se passer purement et simplement de toute référence à autrui. Vous trouverez page 334, 335 ou 360-361 une référence tout à fait explicite à Sartre, qui en fait radicalise Sartre. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a une oscillation entre autrui et moi, dans la mesure où on oscille donc d'un pôle où autrui est réduit à l'état d'objet à un pôle où il est porté à l'état de sujet.
Même Sartre, écrit Deleuze, se contentait d'inscrire cette oscillation dans autrui comme telle, en montrant qu'autrui devenait objet quand j'étais sujet et ne devenait pas sujet sans que je fusse à mon tour objet. Bon. Ce sont les fameuses thèses qui introduisent à autrui comme expression d'un monde possible. Mais précisément, ce monde possible, si vous voulez, la présence d'autrui n'est pas immanente à la structure de mon individuation, c'est une structure tout autre que ma structure d'individuation. Autrui, c'est ce qui, par sa présence hors de ma structure d'individuation, en quelque sorte, même si ce « ma » est de trop, mais enfin, ce qui, hors de la structure d'individuation, permet de disposer des objets et des sujets dans un sens commun et pour un bon sens. Bon. Donc, autrui, c'est ce qui intervient très tard pour, en quelque sorte, parachever le processus d'individuation. Et en même temps, on sent que dès différences et répétitions, Deleuze éprouve les plus grandes réticences à l'égard d'autrui. La structure autrui, en quelque sorte, il faudrait pouvoir s'en passer. Je vous cite page 361, cette phrase tout à fait étonnante. « Le penseur est nécessairement solitaire et solipsiste. Que l'on puisse et que l'on doive, en un sens, si l'on veut développer une libre individuation, se passer d'autrui, c'est ce qui apparaît très bien dans l'appendice à la logique du sens, l'article consacré à Michel Tournier sur un monde sans autrui, qui reprend de très vieux articles et de très vieilles entrecaptures sartriennes ou post-sartriennes que Deleuze avait développées dans l'immédiate après-guerre avec son ami Michel Tournier. Il apparaît très bien, et si je veux avoir le temps de dire un tout petit mot de Lyotard, phénoménologue, il va falloir que je m'arrête là pour Deleuze. Autrui apparaît comme le grand rabatteur. Autrui apparaît comme le grand rabatteur, celui qui empêche que l'individuation puisse se développer, se déployer purement en liberté. Alors je passe, mais il y a de très beaux développements sur la manière dont Robinson s'effondre, d'abord dans la névrose, puis dans la psychose, avant troisième temps, dialectique pourrait-on presque dire, de s'en sortir en comprenant qu'il peut purement et se passer d'autrui, purement et simplement se passer d'autrui, dans une grande santé qui correspond à la perte d'autrui. La perte ici étant la conquête d'une individuation enfin libre. Alors, il faudrait bien des développements, mais il me semble que ce point de départ ne peut que grever ensuite toute l'entreprise de Deleuze lorsqu'il s'enfonce davantage encore avec Guattari dans les profondeurs. Et il me semble qu'il aura beau en appeler à une communauté des frères, à partir du moment où il s'engage dans l'immanence, qui est toujours l'immanence, alors en termes sartriens on dira d'une conscience, il aura bien du mal à concevoir la coexistence, alors non pas des consciences, mais des visées, ou en tout cas la fraternité de ceux qui s'engagent dans une communauté. Tout autre est le point de départ de Jean-François Lyotard, et je ne vais pas du tout avoir le temps de développer ce point, mais trois textes au moins seraient à invoquer. Le Que sais-je de 1954, la phénoménologie. Le texte de Lyotard, qui est un compte-rendu de La pensée sauvage de Lévi-Strauss, qui est de 65, publié dans les Annales et repris dans ce volume-là, que j'ai sous forme idée Gallimard. Et puis, un début je crois que c'est une première esquisse de thèse, Le seuil de l'histoire, qui sera publié, qui est rédigé en juillet 66, et qui est publié simplement dans les années 80. Une des publications est là-dedans, dans Poikilia, étude offerte à Jean-Pierre Vernant. Alors, c'est une énorme affaire que de traiter de Lyotard et de Merleau-Ponty. Combien de minutes il me reste ? J'ai déjà exposé le stock. Non. T'en es à 40. Non, t'en es à 50. C'est horrible. Bon, je dis un mot juste quand même de ça. Bon, ok. Bon, non, mais juste, je dis une chose, c'est ce qui est très frappant, c'est le que sais-je lui-même, dans sa structure même. Il est tout à fait étonnant parce que la moitié des développements sont consacrés à phénoménologie et sciences humaines, ce qui ne va pas de soi quand on travaille uniquement sur la phénoménologie. On voit très bien que d'emblée, il s'agit de faire servir la phénoménologie à des dessins qui sont ceux de Lyotard déjà, et qui s'ordonnent selon les sciences humaines, psychologie, sociologie et histoire. Et dans le cadre d'une controverse, notamment avec le structuralisme qui s'embraye très très vite, il s'agit à la fois d'être fidèle à Merleau-Ponty en disant que tout ce qu'analyse
Lévi-Strauss dans La pensée sauvage peut effectivement être opposé à Sartre. Et bon, il y a là des développements sur la naïveté en quelque sorte de Sartre, qui voudrait que les autres obéissent à la même dualité de la liberté et de l'inertie, du pour soi et de l'en soi que nous. Bon. Non, il faut reconnaître que les structures telles qu'elles se manifestent dans la parenté, dans les mythes, etc., nous font précipiter dans un rapport tout autre qu'il importe de penser pour lui-même. Mais c'est là l'intérêt de la démarche de Lyotard. Ça n'est pas... En quelque sorte, Lévi-Strauss ne pense pas sa pratique ethnologique ou ethnographique adéquatement. Hein, et il faut lui substituer une anthropologie que je dirais très rapidement, trop rapidement, une anthropologie du commun ou de l'entrecroisement ou du chiasme, qui est inspirée de Merleau-Ponty. Les structures sont vécues, elles sont vécues dans une co-naissance, plus loin naissance, selon l'expression de Merleau-Ponty, qui nous rend immanents au monde et aux autres. Bon. Et non seulement montrer que la pensée sauvage, c'est d'abord cette communauté d'existence ou de connaissance, mais au-delà ensuite, montrer comment s'opère le décrochage, moyennant l'invention qui est à la fois grecque et juive de l'historicité. Alors, bon, je crois que je m'arrête là, parce que ça fait signe vers d'autres choses, et notamment vers le signe d'histoire. Il y a là, il me semble, une remarquable cohérence du parcours de Lyotard, moyennant maintes bifurcations et de nombreuses coupures, césures et autres embarras. Je m'arrête là sur mon propre embarras. En fait, tu as parlé exactement 45 minutes. Bon. Donc, je me suis trompée. Je recommence, je reprends. Non, merci pour cette... là encore, on a du pain sur la planche. Le mal, le peuple à venir et la phéno, et l'existentialisme. Voilà, à vous de jouer. La parole. Anne. Bon, merci beaucoup Frédéric, c'était très intéressant. Intéressant et suggestif, il faut que je réfléchisse un petit peu de cette façon que tu as de distribuer Marie-Gontier et Sartre sur les deux figures de Deleuze, qui me semble contestable mais intéressant. Contestable parce qu'on peut dire aussi bien que chez Deleuze il y a beaucoup de Merleau-Ponty, et beaucoup de Merleau-Ponty je pense via Bruyère et via Simondon, et qu'il y a au moins ici le condamne de Sartre. J'ai une objection sur le traitement d'autrui et cette manière que tu as de comprendre la référence au champ transcendantal sartrien chez Deleuze comme condamnant l'individuation à une forme de solipsisme. Mon objection est double. D'abord, le vocabulaire de l'individuation, me semble-t-il, réfère directement à la problématique chez Simondon d'un rapport entre individuation et individu, qui conduit immédiatement à dire, je ne vais pas le temps de développer, mais qu'on ne peut, n'importe quel je, mais c'est valable pour le tu en réalité aussi, est un on. Déplace légèrement le problème de telle façon que n'importe quoi qui s'individue ne se produit que comme le résultat d'un processus d'individuation connexe avec un milieu d'individuation. Donc on est toujours dans le collectif, c'est ma première objection. Et je pense que c'est le cas des différentes répétitions, où je l'ai montré dans de nombreux textes, la présence de Simondon est absolument déterminante. Donc l'anarchie couronnée à la Badiou, moi je ne la vois pas du tout comme une sorte de aristocratisme de l'individu d'exception, au contraire. Je pense que du coup, le rapport à autrui, et la raison pour laquelle chez Deleuze, en effet, il y a une critique du terme d'autrui, doit se comprendre selon une ligne relativement différente, qui est la critique du je-tu, tellement importante aussi dans la critique de la linguistique, dans la critique du structuralisme, et dans l'opposition, par exemple, de Deleuze avec Linas, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une figure de transcendance qui serait portée par le tu. Or, je pense à mon sens, il est abusif, de toute façon, c'est intéressant d'avoir des positions différentes et contrastées. À mon sens, il est abusif de penser de cette présence, cette absence du tu chez Deleuze, encore plus chez Guattari, comme quelque chose qui nous condamne à l'isolement des consciences
Et là, je fais appel à la manière dont différencier la répétition est entièrement transformée grâce à la rencontre en état de Guattari par ce thème de l'agencement collectif d'énonciation qui fait porter le discours non plus comme quelque chose qui naîtrait dans la solitude du je, ni comme quelque chose qui serait porté par l'altérité du tu, mais dans un on parle, alors plus proche de Foucault, et qui du coup ouvre l'individuation sur quelque chose qui est le problème des modes de subjectivation au pluriel, quelque chose qui relève disons, de sémantique culturelle, mode d'individuation, mode de subjectivation au pluriel, qui conduisent cet agencement d'énonciation qui est toujours collectif. Donc, je résume, pas de je tue, c'est vrai, mais en quoi est-ce un solipsisme cartésien que déni? Voilà ma position. Merci beaucoup. Bon, le terme de solipsisme, hein, moi, c'est... Oui, non, en fait, c'est Deleuze lui-même qui l'emploie, et c'est cette phrase qui m'a frappé dans différentes répétitions. Hein. Le penseur est nécessairement solitaire et solipsiste. Donc ça, c'est une chéance. Oui, mais ce qui me frappe, c'est justement ce nietzschéisme-là, c'est-à-dire que, et je ne sais pas si on est conduit nécessairement à réintroduire ici du Lévinas, mais j'ai le sentiment que la relation du processus d'individuation à un milieu, précisément, anonymise les autres, ou en tout cas amène à les considérer du point de vue d'une typologie, cette fois, qui serait celle des forces. Et là, je pense au modèle nietzschéen de Nietzsche et la philosophie de 62. Effectivement, on n'est jamais seul à s'individuer, au sens où on se nourrit d'un milieu, mais précisément, j'ai l'impression que c'est toujours du point de vue d'une force qui subjugue ou qui domine d'autres forces. C'est-à-dire, c'est de l'ordre du rapport du rapport de force, tel que, il me semble qu'on est toujours dans le cadre de l'immanence de la fulguration d'une force, qui parvient à se soumettre d'autres forces, mais qui précisément, ou à se les allier... Ouvrez les guillemets, la force est toujours plurielle, Nietzsche de 62, le Foucault de 80. Et précisément, cette pluralité, il me semble, cette pluralité suppose qu'il y a toujours des forces qui dominent et d'autres qui sont dominées, au sens où elles font entrer les autres forces dans le devenir de ma force, alors indépendamment même d'un moi ou d'un je. Mais ça veut dire que, effectivement, une force n'est jamais seule et les forces doivent toujours s'entendre au pluriel, il y a toujours une pluralité de forces. Ce pluralisme, il me semble, mais alors je pense qu'il faudrait produire une lecture sartrienne de Nietzsche et la philosophie, c'est là quelque chose qui est de l'ordre du conflit, et qui ne parvient à penser les relations entre forces que sur le mode de la soumission à une individuation qui doit se comprendre en immanence. C'est-à-dire, il me semble que de ce point de vue, Nietzsche et la philosophie, c'est une réplique à Hegel, mais aussi bien une réplique à la réutilisation sartrienne de Hegel. Et je trouve qu'on n'en sort pas précisément. Et introduire la notion de milieu me donnerait davantage le sentiment qu'il y a là comme un réservoir dont disposeraient les forces, ou dont disposerait la force, mais qui ne permet pas de faire droit à l'exigence, alors je ne sais pas si elle est lévinassienne, mais du respect de la différence, entendu en un sens non deleuzien, c'est-à-dire du respect de l'incommensurabilité du tout autre de l'altérité. Voilà. Donc, j'entends bien, mais je ne sais pas si l'agencement collectif d'énonciation lui-même permet de respecter l'immanence d'autres visées. Ce vocabulaire est ni deleuzien, ni lyotardien, ni sartrien, il est bricolé, mais enfin... effectivement, il y a toujours une multiplicité qui s'articule ou qui s'agence, mais je ne sais pas si on y gagne en respect pour autant. Alors, respect... c'est-à-dire, il me semble qu'on reste avec sur les bras ce problème de
l'incommensurabilité des intensifications et qu'on ne le transforme pas en problème à traiter, c'est-à-dire, bon, voilà. Enfin, bon, mais après ça irait très loin, mais sur, je sais pas, bon, le Kafka, bon, effectivement, Kafka, mais bon, d'accord, mais Mais, par exemple, et alors, là, Anne, je suis désolée, mais on a quand même il y a d'autres intervenants ensuite, et je crois qu'il y a une pause. Elle est à 15h40 la pause. Donc est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a une autre question? Alors du coup, je vous ai coupé un peu sauvagement. Anne. Non, Oui. pardon. C'est juste une question de détail. D'abord, j'ai trouvé la manière dont tu as soulevé cette question de lien éthique chez Deleuze. Oui. Je crois que c'est subtil que tu le présentes, mais quand même elle est là. Parce que je crois qu'il y a des éléments de consistance déjà des mises en avant de la consistance déjà dans différentes réflexions de discussions éventuellement, mais je crois qu'il est juste au fond. Par contre, je ne suis pas très sûr, si j'ai bien compris en fait, ton idée, enfin ce que tu dis c'est que l'appel à la consistance vers la fin, en fait il ne suffit pas. L'identification de résistance et consistance en fait à quelque chose qui n'est pas suffisant et qui serait quelque chose qui aurait une nature un peu honteuse chez Deleuze. Il voulait un peu vieux révolutionnaire qui est devenu un peu réac mais qui veut continuer à se dire résistant tout en disant la résistance en fait c'est la consistance. Et il me semble, tu as raison à dire que pas d'une consistance et de l'ordre de la consistance n'est pas de l'ordre de la résistance. Par contre, il me semble que l'idée de Deleuze, c'est que toute consistance est de l'ordre de la résistance dans la mesure où c'est soit de la création. Ce qu'il faut créer, c'est créer des consistances. Et je crois que ça le met à l'écart d'autres discours, anarcho-décision. Et je crois que c'était toujours le cas, c'est-à-dire que la consistance n'est pas toujours résistante, mais toute création des consistances. Et la résistance n'est rien d'autre que la création des consistances parce que ça rend possible des voies nouvelles. Le contact avec la profondeur ne rend pas possible des voies nouvelles. Donc en fait, la création des consistances Comment on peut créer des consistances? L'invention de nouvelles plans. Pour te répondre, je prendrai juste un point qui me marque au début des livres sur le cinéma. Deleuze dit « Il se produit un nombre incalculable de navets, on ne va pas en parler, on va s'intéresser justement aux bons films. » Bon, ma question, elle est toute bête. Elle est, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, si on voulait résister, une critique des navets à mener? Et est-ce que cette critique des navets, elle ne serait pas à mener au nom de règles de consistance ou de résistance, dégager des œuvres qui tiennent, elles? Voilà. Donc, c'est ça qui me gêne chez Deleuze, c'est qu'au final, alors même qu'il ne se prive pas de juger, de dire justement ce sont des navets, etc., il ne nous donne pas le moyen de départager les bons films des mauvais films. Il faut le croire, lui ne parlera que des bons films, et il ne nous donne pas les moyens ensuite de démonter les mauvais films, précisément parce que la critique, on a mieux à faire que ça. On a déterritorialisé, bon. Il me semble qu'à un moment donné, il ne suffit pas de fuir, au sens de la ligne de fuite, mais aussi bien au sens réac que tu soulignais. Que tu fais à Deleuze et à Létard. Celle que je viens de dire? Oui. On a jusqu'à 15h40, j'aurais juste une... Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Moi, j'aurais juste une objection sur ta manière de reconstruire, et de revenir au début et Merleau-Ponty. Je crois qu'on aurait du mal, pour répondre à Anne, à trouver un Lyotard sartrien. Franchement, beaucoup de mal. Mais en revanche, je ne suis pas sûre que ce qui permet de juger du bien et du mal, pour dire les choses, puisque c'est ça que tu as posé comme question, comment est-ce qu'on fait pour départager? Et effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un concept de prudence si il n'est absolument pas aristotéliciennement ou autrement élaboré. Donc, même un jugement sans critère, il doit s'élaborer.
Mais je ne suis pas sûre que chez Lyotard, le jugement prend sa source dans Merleau-Ponty. Si je fais une espèce d'accélération, peut-être qu'il y a dans Merleau-Ponty, mais surtout dans Marx, le fait que autrui ne sera jamais oublié, et que donc il n'est pas question de réfléchir à un monde sans autrui. Mais c'est pas dans Merleau-Ponty, ça serait plutôt dans Marx qu'on pourra trouver des critères de jugement. Voilà. Donc en ce sens, je ne crois pas que ta symétrie colle parfaitement. C'est peut-être Sartre qui empêche Deleuze de juger, mais c'est pas Merleau-Ponty qui permet à Lyotard de le faire. Alors, on semble en droit de verser la... Non, je pense juste à cette citation assez ahurissante de Les Indiens ne cueillent pas les fleurs. On semble en droit de verser la pensée sauvage au dossier de la réfutation de l'idéalisme et de la philosophie du sujet. Elle y rejoindra des œuvres aussi apparemment disparates que celles du jeune Marx, la phénoménologie de la perception et signe, cybernétique et société, les écrits du dernier Husserl, le cours de linguistique générale, lettres sur l'humanisme ou les Holzwege, l'œuvre de Freud et les fragments d'Héraclite. Bon. Alors ceci n'est pas une réponse, mais mon idée n'est pas que... Parce que ce serait... Enfin, mon idée n'est pas que Lyotard est du début à la fin merleau-pontien, ce serait justement faire droit à une conception de l'influence à laquelle je ne crois pas. Je crois qu'il trouve chez Merleau-Ponty, pour commencer, de même que plus tard chez Lévinas, des instruments pour instaurer quelque chose comme un je tue, qui n'est ni de l'ordre des structures, lesquelles sont impersonnelles en un sens, ni de l'ordre de la grossièreté du pour-soi et du regard d'autrui, qui ne nous permet pas d'échapper à un dualisme et d'instaurer une authentique relation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que mon idée, et c'est pour ça que je disais que dans le mot d'expliquer les auteurs par leur point de départ, il faut bien des précautions. Il ne s'agit pas de les réduire, mais plutôt de dire que leur manière de poser les problèmes s'exprime, pour Deleuze, il me semble, via Sartre pour commencer, via Merleau-Ponty chez Lyotard, quand bien même au-delà, à la fois les mises en problème subiraient des modifications ou des altérations, et ensuite emprunteraient d'autres... Et ce que je veux dire, ce qui m'importe, c'est qu'à travers le nom de Merleau-Ponty, c'est le nom d'un problème, qui est le nom, par exemple, de la structure telle qu'elle est vécue par une communauté qui connaît un monde. C'est tout ce que je veux dire. Mais... J'ai une question qui est, à cause de la question que tu as posée, parce que c'était un peu celle que j'avais en tête. Tu as repéré un chaînon d'enchaînement, ce que Frédéric a dit, qui est qu'il commence par regarder le rapport à l'immanence dangereuse de Lyotard et de Lévinas, et le problème, c'est qu'il faut qu'on ait une manière de pouvoir dire ce qui est mauvais, qu'on puisse s'insurger contre la langue autrui, quoi. Et ensuite, le développement qu'il fait dans son dispositif Sartre-Merleau-Ponty, c'est pour pouvoir prononcer des verdicts comme ça, il faut conjurer cette mort, il ne faut pas suivre l'immanence au moment où il tue. Pour pouvoir le faire, pense Frédéric, il faut avoir une certaine conception du social, c'est-à-dire il faut disposer du social comme non-indifférence, et pour disposer du social comme non-indifférence, je dirais, il faut avoir un vrai autrui. Et cet élément d'argument qui est implicite dans l'exposé de Frédéric, à mon avis, c'est obscène, mais c'est aussi ce que Anne a pointé, c'est Lévinas, exactement. C'est Lévinas. Oui, et c'est... Alors... Ouais. C'est le point que Lyotard va chercher chez le Merleau-Ponty qui lit Henri Vallon dans le Que sais-je de 1954. La conception de la socialité comme intersubjectivité fondamentale, c'est cours de Merleau-Ponty sur la psychologie de l'enfant, et c'est dans le chapitre société, ou sociologie, une psychologie d'emblée sociale. Voilà, c'est ça, et ça se dit ensuite Lévinas. James, vite, vas-y. Pour ajouter un peu plus pour les propos de Anne, c'est que quand Deleuze parle du penseur solitaire, il dit dans cette phrase en ce sens, et le sens qu'il doit apporter, c'est le sens d'un penseur entouré de singularité, donc d'une multiplicité. Et pour pousser un peu plus loin, c'est pas qu'il n'y a qu'un penseur, c'est donc qu'il y a une multiplicité au sein de multiplicité. Et c'est là quand des
des agencements se forment entre ces multiplicités, par exemple dans une individuation, que l'on peut avoir des sélections, et des sélections passives et actives qui ressemblent peut-être au jugement, mais qui ne sont pas des jugements dans le sens d'un jugement par catégorie. Donc il va suivre cette remarque sur le penseur solitaire en parlant du jeu divin. Donc un jeu dont les règles ne sont pas faites et dont les coups de dés sont aléatoires d'une manière dont un monde se refait à chaque fois. Donc là, l'idée qu'il n'y a pas quelque chose qui puisse servir à faire les sélections, je ne pense pas que ce soit nécessairement vrai, parce qu'il y aura beaucoup de chemins dans ces multiplicités, et ces chemins travailleront ensemble. Donc cette phrase du penseur solitaire, je pense qu'elle peut prêter à l'heure. Je crois qu'il y a des risques, Oui. dont un heure. J'aurais 4 points, mais je ne vais pas les développer. Cette idée d'une sélection qui serait infraconscientielle, qui ne serait pas de l'ordre du choix, sartrien existentiel, effectivement, je pense que ça se dira, et ça se dit des différences et répétitions dans les termes de Whitehead, il me semble. Enfin, en tout cas, ça peut s'entendre de manière whiteheadienne. Le jeu divin, c'est Axelos lui-même qui est référé là, enfin qui est en référence et qui reprochera à Deleuze de s'enfermer. Mais peu importe. Les singularités, je vous dirais, autrui n'est pas une singularité. C'est tout. Ou c'est une singularité trop singulière pour être considérée comme du multiple de multiple, employable, sélectionnable par une individuation en cours. C'est tout. Autrui cache des singularités. Oui, autrui cache les singularités, et effectivement, il faut préférer les singularités à l'obstacle autrui. Je pense qu'il faut au contraire privilégier autrui sur les singularités. C'est de plus en plus universel. Oui, je pense. Il va falloir que je le lise, je pense. Mais c'est surtout, il me semblait que Frédéric avait répondu avec la question des rapports de force aussi. C'est-à-dire qu'au fond, ces singularités qui m'entourent, multiplicité, multiplicité, la question est de combiner, de façon très nietzschéenne, combiner une hiérarchie qui, à un moment donné, qui est le grand style. Je suis d'accord, il y a déjà un rapport de force dans le truc autrui. La question est comment passer de ce rapport de force à un rapport de force moins distillé, si on veut. Moins Vicié. Moins mal en lui. Voilà, moins distillé. Oui. Mais jusqu'à dire. Non, mais moi, c'est juste, que fait-on? Enfin, est-ce que le rêve, c'est un monde sans autrui, quoi? Alors, tout dépend, parce que ça ne veut pas dire que les différences ne sont pas prises en considération. Le problème est de savoir si singularité et... Enfin, il faut choisir, encore une fois, comme nom de la différence, singularité ou altérité. Et c'est là que, si j'en crois Jean-Michel, je quitte Deleuze pour Lévinas. En tout cas, c'est un gros débat de la philosophie des années 60-70. Ce qui est sorti comme un gros débat, c'est bien un cela. Celui-là, on est un deux. C'est un celui-là. On arrête et on est dans les temps.